un point que j'ai noté depuis les mois qui m'ont poussé à travailler sur cette question pour nourrir cette chaîne YouTube notamment, mais pour faire des cours particuliers aussi par exemple, c'est le fait que j'ai une approche de la méthodologie qui m'a permis, sans même forcément le formaliser en amont, de réussir notamment des concours, alors même qu'en termes purs de connaissances, et en termes purs, on va dire, de contenu positif, je n'étais pas mieux doté que les autres, voire même moins que les autres. Et je me suis dit, et c'est aussi ce qui m'a poussé à faire un certain nombre de contenus sur cette chaîne, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les partager, parce que je me suis aussi rendu compte que parfois le propos que je pouvais avoir, sans être vraiment hétérodoxe, relevait pour une partie de règles cachées, souvent très intériorisées par un certain nombre de personnes, mais parfois aussi très exotiques et bizarres pour des gens qui ne l'auraient pas intériorisé, qui n'auraient pas intériorisé ces règles. Ce que je veux dire, c'est que il y a un certain nombre de stratégies, de tactiques méthodologiques très efficaces, à mon avis, pas seulement d'ailleurs dans le cadre spécifique de la réussite au concours de philo, mais dans la construction d'un cours ou d'un raisonnement philosophique pour un article ou je ne sais quoi. Mais il y a un certain nombre de tactiques et de stratégies qui, si elles n'ont pas été intériorisées par la personne qui veut les mobiliser, peuvent être difficiles en fait à appréhender, à comprendre ou simplement à découvrir par soi-même. Et donc mon objectif en faisant cette chaîne YouTube, c'est d'accélérer en quelque sorte et de donner des clés qui m'ont été utiles, comme d'autres m'ont donné des clés qui leur ont été utiles en leur temps, et qui m'ont aidé aussi à aller plus vite en fait, pour comprendre certaines choses. Donc moi je pense avoir compris certaines choses en termes de méthodologie. En tout cas, je remarque que la manière que j'ai d'appréhender la méthodologie est efficace, et donc je voulais faire une sorte de série de vidéos. Je sais pas combien je ferai de vidéos à ce sujet-là, mais autour de la question de la méthodologie en philosophie, mais en essayant de formaliser un peu plus les idées, parce que l'une des choses qui rend aussi difficile la transmission de la méthode, c'est deux éléments. Le premier élément, c'est que parfois, il y a des volontés, je pense, plus ou moins conscientes, mais des volontés de ne pas transmettre certaines techniques méthodologiques, parce que ça permet de maintenir l'idée que un certain nombre de productions écrites en philosophie sont le fruit d'un esprit particulièrement érudit, particulièrement sophistiqué, alors qu'en fait il s'agit aussi d'application de méthodes et d'intégration de méthodes efficaces. Mais il y a aussi un autre problème qui est peut-être plus large, qu'il est en fait assez difficile de formaliser notre manière de faire. Nos manières de faire nous sont parfois obscures à nous-mêmes, et ce n'est qu'en voulant les transmettre finalement qu'on se met à les formaliser. Donc je vais essayer de le faire ici, en espérant que ça puisse servir à des élèves, des étudiants, des collègues qui doivent passer des concours ou organiser des cours. Et évidemment, ce que je dis ici est discutable. Comme toujours, ça se discute, ça se critique, ça se conteste, enfin, je n'ai pas de vérité révélée. Ce que je constate, c'est que ma manière d'aborder la dissertation de philosophie, pour parler d'abord de ce sujet-là, et en général, on va dire un cours de philosophie, est de considérer la disserte et le cours sous l'angle de la narration. Alors ça vient d'une déformation, pas professionnelle, mais d'une forme de déformation qui est liée au fait que j'écris. Moi, mon activité principale dans la vie, c'est pas la philosophie, c'est l'écriture. Alors qu'est-ce que ça veut dire de considérer la dissertation sous l'angle de la narration ? Dans le cas d'un cours comme dans le cas d'une disserte, l'enjeu pour moi c'est de mener un lecteur ou un élève, un auditeur en tout cas, d'une situation initiale et problématique à une situation finale qui va résoudre cette situation initiale.
Évidemment, la résolution, dans le cas d'une réflexion philosophique, peut prendre la forme d'une critique, d'une délimitation plus aiguë du problème initial, et pas du tout d'une réponse définitive à la situation initiale. Mais, dans tous les cas, la réflexion philosophique doit mener jusqu'à un point différent et éclairant par rapport à notre état initial. Ça, c'est un peu le constat de base. Et de ce point de vue, je pense que la narration est une idée qui me permet de rendre compte d'une structure méthodologique qui me permet de construire de bonnes dissertations, de bons cours de philosophie, j'espère, et plus généralement d'aborder dynamiquement l'histoire de la philosophie et le corpus philosophique dans des révisions par exemple. Cette idée donc, c'est que tout problème philosophique dépend, dans sa transmission, dans son éclaircissement, dans son élaboration, d'une narration philosophique qui peu ou prou se forme selon les modèles de ce qu'en narratologie on nomme schéma actantiel. Alors je précise dès le départ que cette idée de la dissertation comme narration, c'est un outil méthodologique, c'est-à-dire une manière d'appréhender plus facilement ce qui est demandé dans l'exercice de la disserte. Et dans une assez large mesure, à mon avis, cette narration est artificielle, dans la mesure justement où, en tant que telle, la réflexion philosophique, comme toute réflexion, n'est ni linéaire, ni schématisable, et qu'elle opère aussi par bond, par sursaut, par retour en arrière, par oubli, par errement, par paradoxe, etc. Je dis cela car parfois, ce qui apparaît dans la discussion avec des élèves, des étudiants, des collègues, des candidats au concours, c'est que il se heurte à l'artificiel de l'exercice dissertatoire, à sa dimension factice. Or, la dissertation, en 4, 6 ou 7 heures, n'est artificielle que dans la mesure où l'on voudrait nous faire croire qu'elle est le lieu réel de l'élaboration d'une pensée, alors qu'elle n'est que le lieu de sa transmission. Il peut bien sûr se passer des choses dans l'écriture d'une disserte, des épiphanies philosophiques en quelque sorte, mais de mon point de vue, la disserte n'est pas le lieu propre de la réflexion philosophique, mais plutôt idéalement en tout cas celui pédagogique de la transmission de cette réflexion. Et à mon avis, un certain nombre d'erreurs, on va dire, intellectuelles viennent de la confusion entre ces deux pans. Pourquoi la notion de narration me semble être une aide à la réflexion méthodologique ? En termes stratégiques, penser sa dissertation comme une narration permet d'éviter, à mon sens, un certain nombre d'écueils qui sont liés à la rédaction en un temps limité d'une argumentation philosophique. Selon moi, l'un des éléments qui rend la maîtrise de l'exercice dissertatoire si difficile, c'est le caractère apparemment artificiel de ses règles et de sa structure générale. Comment expliquer en effet l'articulation de thèses contradictoires si nous abordons cette articulation comme un simple exposé, une simple présentation de thèse ? Comment rendre compte de la logique d'une problématisation introductive si nous l'envisageons comme un compte-rendu expéditif d'une difficulté entretenue dans une situation historique complexe ? Comment distinguer ce qui, dans la rédaction de la disserte, relève du superflu ou de l'essentiel, de l'anecdotique ou du fondamental, alors que par sa forme même, la dissertation semble être trop courte pour épuiser un sujet. Dans cette série de vidéos, je vais donc tenter, comme je l'ai dit, de formaliser ces principes méthodologiques que j'ai suivis pendant des années et que je suis encore à partir de cette idée de la dissertation comme narration. L'incarnation de ces principes dans une analogie avec la narration ou le récit permet, je crois, et j'espère vous le montrer, de les ancrer plus profondément dans l'esprit.